dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui, alors grand classique de la transition énergétique, mais la transition énergétique vue d'Afrique. Et on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un spécialiste de l'Afrique, de l'investissement en Afrique. Et c'est vrai que c'est une grille de lecture sur l'idée de la transition énergétique qui nous manque parfois. Il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de la transition énergétique sur le continent africain également. C'est Guillaume Arditi qui est avec nous en visioconférence pour évoquer ces sujets, associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Bonjour et bienvenue Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'ailleurs, retour de terrain, puisque vous étiez il y a quelques jours encore, je crois, en Afrique, en Namibie précisément, où se tenait la Namibian International Energy Conference. Et on y parlait notamment des enjeux en matière de transition énergétique. Alors je suis désolé, je parle pour l'Afrique en tant que continent, mais on comprend quand même l'idée derrière. Je voulais que vous nous racontiez tout simplement quel est l'état d'esprit justement des acteurs engagés en Afrique dans le domaine de la transition énergétique, et puis déjà, quels sont les termes de l'équation pour des pays africains qui sont pour beaucoup d'entre eux encore dépendants, très dépendants, peut-être moins qu'auparavant, mais toujours très dépendants de la production d'hydrocarbures et de minerais. Quels sont les termes de l'équation de cette transition énergétique en Afrique, Guillaume ? Bonsoir Grégoire, merci, ravi de vous retrouver. Effectivement, oui, je reviens de Namibie où j'ai passé quelques jours pour cette conférence Oil and Gas qui fait suite en fait à des découvertes pétrolières offshore qui ont été faites par Shell et Total assez récemment. Donc c'est des découvertes qui sont accueillies évidemment avec enthousiasme, non seulement parce que la Namibie n'est pas un pays qui est particulièrement bien doté en termes de ressources naturelles, c'est un pays très vaste, mais sur lequel il y a beaucoup de zones très arides. Et puis le deuxième point, c'est que c'est également un exploit technique, puisque c'est du offshore très profond, au-delà de 3000 mètres, quoi. Donc le sentiment qui se dégage, je dirais, il est... alors, d'un point de vue un petit peu plus large sur l'Afrique, quand il s'agit de découverte d'hydrocarbures, on peut dire qu'il est triple, en fait. Le premier, c'est comme je le disais, en général, c'est quand même plutôt reçu comme une bonne nouvelle, parce que c'est une découverte qui permet c'est des découvertes qui permettent au pays d'espérer des années meilleures. La deuxième réaction que l'on trouve souvent dans les écosystèmes, c'est un petit peu le spectre de la malédiction des matières premières. Donc souvent, dès qu'on entend parler d'une découverte pétrolière, il y a beaucoup de commentateurs qui l'associent avec un futur assez sombre qui va se décliner avec la répétition d'une malédiction des pétrolières. Et puis le troisième élément, qui est un petit peu plus récent en revanche, il y a une forme d'irritation qui a commencé à se développer en Afrique auprès des différents acteurs et dans les différents pays, et qui tient notamment du fait qu'il y a eu depuis quelques années un embargo croissant sur les financements des industries extractives. Alors, bien sûr, ça a commencé avec le charbon, ce qu'on peut comprendre étant donné les problèmes de pollution qui sont afférents. Mais il y a eu progressivement une extension sur la partie pétrolière, et puis ensuite une extension également sur la partie minière et sur les industries associées. Donc aujourd'hui, c'est un facteur qui commence à créer de l'irritation auprès des Africains, puisque de manière assez compréhensible, leur argument est de dire que finalement l'empreinte carbone qui a été créée pendant ces 200 dernières années d'industrialisation, a principalement trouvé sa source en Europe et aux États-Unis, en Chine également plus récemment, et qu'en plus cette industrialisation a été largement aussi faite grâce au développement des matières premières qui avaient été importées d'Afrique. Ouais. Quand vous dites embargo financier, on en avait déjà discuté, vous nous l'aviez déjà raconté, Guillaume, c'est qu'il y a quand même, le crédit bancaire, beaucoup de banques occidentales, pour des questions réglementaires, notamment de gestion des risques, ont quitté, en partie en tout cas, le domaine du financement de ces productions et de ces industries sur le continent africain. C'est ça, Guillaume ? Alors il y a deux facteurs. Il y a un facteur qui est spécifique aux ressources naturelles, donc qui a été poussé par les organisations internationales dans le cadre de la transition énergétique. Donc on dit progressivement il ne faut pas financer les ressources naturelles, il ne faut pas financer le développement pétrolier car c'est source de pollution. Donc ça c'est un premier élément
qu'on a d'abord retrouvé auprès d'un certain nombre de bailleurs de fonds et d'institutions internationales, et qui évidemment ensuite été suivi dans les faits par un certain nombre d'acteurs du privé. Donc là, ça a provoqué une contraction de la capacité de financement disponible pour le développement de ce type de projet, alors que ce soit en Afrique ou ailleurs, bien entendu, hein, ça n'est pas limité à l'Afrique. Dans le cas plus spécifique de l'Afrique, il y a effectivement un autre élément qui se rajoute et que vous soulignez très bien, c'est que l'évolution de la réglementation post-crise 2008 a créé une évolution dans le traitement prudentiel des banques qui ont fait que, globalement, pour faire des transactions sur des pays qui ne sont pas investment grade, le coût du capital devient trop important. Donc on a vu des effets d'arbitrage qui sont effectués sur je dirais, les 5-10 dernières années, avec le retrait d'un certain nombre de grandes banques internationales. Donc là, du coup, on se retrouve avec cette situation qui est un petit peu plus spécifique au marché africain, où on a une limitation structurelle de la capacité de financement qui va venir du système local. Le système local a une capacité qui est importante jusqu'à 3-5 ans, mais au-delà de 5 ans, ça commence à devenir difficile. Je vous le tire à grands traits, hein. Évidemment, en Afrique du Sud ou au Maroc, par exemple, la situation est différente, mais en termes de tendance, c'est la réalité. Le deuxième facteur, bien entendu, c'est l'aide au développement. L'aide au développement qui a fait beaucoup de travail, mais qui est restée aujourd'hui à peu près plafonnée aux alentours d'une 50aine de milliards de dollars, mettons 55, et dont on ne peut pas forcément espérer qu'elle atteigne des montants beaucoup plus élevés, ni qu'elle s'occupe toute seule du développement d'un continent entier. Les marchés de capitaux sont quant à eux encore un peu en recherche de profondeur. Donc là aussi, il y a de l'évolution, mais ça reste limité. Et enfin, les banques internationales dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, on a effectivement une contrainte en termes de financement qui est extrêmement marquée et qu'on qualifie fréquemment de financing gap en Afrique. Est-ce que la transition énergétique, et il faut définir peut-être ce qu'est l'idée de la transition énergétique pour un continent comme l'Afrique, avec les contraintes que vous avez notées et la dépendance aux hydrocarbures, hein, s'il y a quelque chose de contradictoire d'ailleurs entre les deux, mais qu'est-ce qui caractérise l'idée de la transition énergétique pour le continent africain? Et puis on pourra parler du financement et comment on peut résorber ce gap de financement, peut-être à travers l'idée du financement de la transition énergétique pour l'Afrique. Mais à quoi ça ressemble? Je dirais que la principale préoccupation aujourd'hui en Afrique, c'est l'électrification. Ça, c'est la première des préoccupations. Donc, ce n'est pas forcément la même priorité que celle qu'on va retrouver sur nos marchés, mais c'est la réalité de ce qu'il y a en Afrique. Pour vous donner un exemple qui va ce qui sera parlant et qui donnera une indication sur la légitimité de cette position-là, aujourd'hui, ce sont 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. On parle d'un taux d'accès d'électricité qui est à peu près à 55%. Donc, on est sur des ratios qui sont bas. La consommation d'électricité en Afrique représente 1,5 fois celle de l'Allemagne. Donc ça vous donne quand même des ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, la première des préoccupations pour les différents pays africains, c'est évidemment de passer sur la vitesse supérieure en termes d'électrification. Alors ça n'est pas du tout perçu comme antinomique avec la transition énergétique, pour deux raisons. La première, c'est que le fait d'avoir de la production électrique plus importante permettra de sortir de l'environnement, en particulier la consommation de charbon domestique et de bois domestique, qui aujourd'hui concerne 70% de la population rurale en Afrique. Donc c'est énorme et c'est extrêmement polluant. Donc ça veut dire que si par exemple on commence à travailler sur le gaz naturel qui permet de développer des capacités électriques importantes, on ne rentre pas forcément en contradiction avec la transition énergétique, mais c'est vécu simplement comme la recherche d'un mix énergétique qui va être adapté à la réalité des différents pays. Donc il ne s'agit pas du tout de se focaliser uniquement sur les projets pétroliers et gaziers, mais simplement d'avoir un équilibre et un petit peu d'harmonie entre les différentes sources d'électricité qui peuvent être développées. Et donc, électricité, effectivement, et l'électrification. Alors nous, on a la chance d'être dans des pays déjà très électrifiés. On essaye d'aller d'ailleurs encore un peu plus loin, mais là, tout est à faire de ce point de vue-là en Afrique. Si on revient sur la question du financement, de quel type de montant on parle aujourd'hui pour l'électrification, en tout cas cette partie importante du développement des infrastructures en Afrique?
Et quel type d'investisseur ça peut intéresser, Guillaume? Je pense que là, vous appuyez vraiment sur le point le plus douloureux et essentiel du problème, qui est le gap de financement. Alors, le gap de financement sur la partie électrique, on l'estime aujourd'hui à environ 60-70 milliards de dollars. Quand on considère que la partie de le développement du power fait partie des infrastructures, globalement, on estime les besoins en financement d'infrastructures aux alentours de entre 130 et 150 milliards de dollars. Il n'y a jamais de chiffre précis, mais des tendances qui ne font qu'augmenter au fur et à mesure des années. C'est par an, hein, des chiffres par an, ça, Guillaume. Par an, oui, absolument. Non, mais bien sûr. Oui, absolument. Oui, donc c'est assez colossal. C'est assez colossal, et donc il y a à peu près la moitié qui est financée pour faire un petit peu pour tailler à la hache. Et donc aujourd'hui, la réflexion qui se pose, et vous savez que nous on est des grands défenseurs de cet aspect-là, c'est qu'il y a tellement de liquidités sur les marchés européens et américains qui ont du mal à trouver des investissements dont les rentabilités, les rendements sont intéressants. Aujourd'hui, il faut absolument procéder à un refléchage de la liquidité à la fois européenne et américaine vers le continent africain, mais également assister à une panafricanisation des investisseurs africains. Oui, c'est une question de fléchage avant tout, vous dites, Guillaume, parce que c'est du point de vue de la rentabilité financière de ces investissements, du point de vue du risque pris par le financeur, celui qui apporte les capitaux ou la dette pour l'infrastructure, vous dites, on retrouve des rendements risques qui sont tout à fait acceptables pour un investisseur global, par exemple. Oui, alors je pense même qu'ils sont plus qu'acceptables. C'est-à-dire qu'on est resté pendant très longtemps bloqué dans une vision un peu binaire du marché africain entre aide au développement et au risque au rendement, et rien au milieu. Aujourd'hui, en Afrique, il y a une granularité comme sur d'autres marchés, et on peut tout à fait développer des stratégies où on se retrouve avec des profils de risque-rendement tout à fait conservateurs et prudents, donc avec vraiment des philosophies de préservation du capital. Ça veut dire que concrètement, pour des investisseurs qui aujourd'hui travaillent par exemple sur de l'infrastructure en Europe, sur de la dette, on va parler souvent de maturité aux alentours d'une vingtaine d'années, avec des rendements qui vont peut-être toucher 3%, 3,5% si on est chanceux. En Afrique, sur des maturités plus basses et sur des projets extrêmement solides, on va trouver des rendements qui sont au moins 2 fois plus importants. Avec, pour conclure, Guillaume, il ne nous reste plus de temps, mais des taux de défaut, vous dites, sur ces projets, sur la dette associée à ces projets, qui est peut-être à des niveaux les plus bas du monde, sur ces projets d'infrastructure en tout cas. Oui, effectivement, j'ai eu des discussions avec un certain nombre d'investisseurs qui m'ont gardé un petit peu les yeux écarquillés. Il y a une étude de Moody's qui retrace les défauts des financements de projets, donc qui sont principalement reliés aux infrastructures, sur une vingtaine d'années, et on voit que ce sont les taux de défaut qui sont parmi les plus bas au monde, bien plus bas que l'Amérique latine, bien plus bas que l'Amérique du Nord. Et puis ce qui s'explique, puisque l'infrastructure étant tellement importante, on en prend beaucoup plus soin également. Donc le taux de défaut, assez logiquement finalement, est plutôt nettement plus bas qu'ailleurs. Merci beaucoup Guillaume, merci pour cet éclairage sur la grande question de la transition énergétique globale, mais la vision africaine et les enjeux africains de ce point de vue-là sont particulièrement intéressants. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Arditi qui est avec nous en visioconférence, associé fondateur de Belvédère Africa Partners, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition qui se termine. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.